Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je vous retrouve aujourd'hui pour l'épisode 170 du podcast À côté de mes pompes. C'est une capsule L'œil du coach avec Bruno Hobby dans laquelle un auditeur, Nicolas, que je salue, nous a posé une question. Alors voici, sans plus attendre, le sujet de ce nouvel épisode. Bonjour Bruno et Seb, c'est Nicolas, je suis entrepreneur. J'ai une question pour vous. Pour mes préparations marathon, pourrais-je intégrer du bi-quotidien dans mon emploi du temps bien chargé? Et quels en sont les bénéfices? Je vous remercie. Bonjour Bruno, c'est toujours un plaisir de te retrouver dans ces épisodes assez courts, concis et précis. C'est l'œil du coach et je te laisse donc donner à Nicolas des pistes suite à cette question au sujet de l'entraînement bi-quotidien. Ouais, bonjour Sébastien. Oui, alors le bi-quotidien. Le bi-quotidien, comme son nom l'indique, c'est un entraînement. En fait, ce sont 2 entraînements par jour. Il y a même des gens qui font du tri-quotidien. Donc, faire du bi-quotidien, c'est s'entraîner 2 fois par jour. Alors, comment on peut l'intégrer dans un plan d'entraînement? Pour un coureur débutant, est-ce que c'est pertinent? Est-ce qu'il faut avoir une petite expérience de la course à pied pour mener ce type de séance? Oui, moi je conseille vraiment d'avoir une certaine expérience, une habitude des entraînements pour que le corps soit en mesure de bien s'adapter et d'accepter ces 2 séances quotidiennes. Donc je le déconseillerais aux coureurs débutants et je le conseille plutôt aux coureurs expérimentés qui souhaitent augmenter le volume d'entraînement sans pour autant rogner sur, par exemple, un jour de repos. Ça peut être une option. Donc, on rentre un peu dans les détails. Là, garder un jour de repos et s'entraîner 2 fois un jour de la semaine, c'est, par exemple, une façon d'augmenter le volume sans pour autant avoir un entraînement qui soit quotidien, du coup. Et ça permet de garder cet espace, cette journée où on ne fait pas de sport. Comment on va pouvoir l'intégrer dans sa préparation ? Je commence à te connaître, Bruno. Tu vas me dire, il faut y aller avec progressivité pour ne pas brusquer le corps, peut-être. C'est exactement ça, voilà. Il faut y aller avec progressivité. Je me souviens très bien de ma première séance de bi-quotidien. J'étais vraiment très, très fier d'avoir réussi à courir 2 fois par jour. Ça me paraissait presque insurmontable. Donc oui, il faut vraiment l'intégrer de manière très progressive. Donc, on parle de coureurs expérimentés. Moi, je conseille de faire une première séance de 30 minutes. Donc après, tout dépend comment on place le bi-quotidien. Est-ce qu'on le place le matin en plus de la séance qu'on réalise le soir? Est-ce qu'on l'a fait le soir en plus de la séance qu'on réalise le matin? Donc là, une fois de plus, chaque cas est particulier, mais dans tous les cas, l'entraînement supplémentaire doit se positionner à distance de l'entraînement habituel. 30 minutes, un footing simple, c'est une très bonne manière de tester le bi-quotidien, de voir comment le corps réagit, comment aussi notre organisation journalière s'adapte à cette nouvelle façon de s'entraîner ou à cette façon de s'entraîner un peu plus importante. Alors justement, pour cette mise en place du bi-quotidien, de 2 séances dans la même journée, moi je voyais 2 stratégies. Endurance potentiellement le matin et une séance spécifique l'après-midi, ou alors l'intensité le matin et la récupération le soir. Ça va peut-être dépendre du plan d'entraînement. Voilà, exactement. Ça va dépendre du plan d'entraînement, ça va dépendre des objectifs du coureur. Donc la séance qu'on va placer le matin, c'est ce qu'on pourrait appeler une séance de réveil musculaire. Il y a beaucoup de sportifs qui pratiquent ça de manière habituelle. C'est-à-dire que s'il y a une compétition le soir, en ce moment, l'été, il y a des compétitions le soir. Là, moi, par exemple, j'ai fait 2 compétitions à 19h30, 20h. Je suis allé courir le matin. Donc, c'était un footing tranquille, un footing en endurance. C'était une forme de réveil musculaire, ce qui me permet éventuellement de moins insister sur l'échauffement après la compétition. C'est la même chose avec une séance d'entraînement. On considère que le matin, c'est un réveil musculaire. Donc, ça va permettre peut-être de gagner un petit peu de temps sur la séance du soir si on est un peu court au niveau du temps. Mais c'est aussi une manière d'augmenter le volume. Donc, on peut très bien conserver le même entraînement le soir et placer la séance de réveil musculaire, de mise en route le matin. Alors, le matin, on va pas revenir dans le détail sur les avantages de courir le matin. On en a déjà parlé, mais c'est vrai que ça permet de favoriser la lipolyse,
aussi, donc de mieux mobiliser les réserves de graisse. Donc ça a aussi un intérêt sur ce plan purement physiologique. Le soir, on peut considérer que c'est une séance un peu de récupération, de retour au calme. Dans les deux cas, que ce soit le matin ou que ce soit le soir, cette séance, elle s'effectue vraiment à allure lente, en confort, vraiment. Voilà ce que j'appelle moi l'allure 1, c'est vraiment l'allure tranquille, l'allure de confort du jour. On va pas chercher à aller vite. C'est vraiment voilà, de la récupération si on l'a fait le soir. Bien souvent, si on a fait la séance le matin, que les jambes sont un peu chargées, la journée de travail, le soir, il vaut mieux aller doucement. On peut pas dire que ce soit un travail de pré-fatigue. On serait sur une allure beaucoup plus intense si on était dans ce cas-là où l'on veut déjà entamer un petit peu le corps avant une séance de qualité qui interviendrait le soir. Non, on n'est pas dans une optique de pré-fatigue. Pas en tout cas par rapport à une séance, on va dire, de fractionné, séance de VMA, séance de MA. Il n'y a pas d'intérêt, en fait, à créer une pré-fatigue. Par contre, et c'est pour ça que tu as raison de le souligner, ça peut être une séance de pré-fatigue pour une séance spécifique, par exemple. Un coureur qui va réaliser une séance allure marathon le soir ou une séance allure 100 km. Là, on est plutôt sur les profils de distance longue. Le fait de faire une séance le matin va permettre de créer cette pré-fatigue. Et donc là, ça peut être intéressant. Ou à l'inverse, si la séance a été effectuée le matin, le soir, on peut faire de l'entraînement spécifique, de la vitesse spécifique, à condition que l'objectif le permette. Donc des marathoniens, on va dire, qui courent plutôt lentement, ou des coureurs de 100 km et d'ultra. Donc on va faire de l'allure spécifique après avoir fait la séance le matin. Et donc là, on va travailler sa vitesse spécifique sur une pré-fatigue. Et là, c'est très intéressant d'un point de vue de l'entraînement, puisque la problématique des distances longues, c'est qu'on ne peut jamais reproduire à l'entraînement ce qu'on va faire le jour J. Donc là, c'est vraiment très, très intéressant dans cette optique des distances longues. Alors, on en avait parlé avec Fabrice Kuhn lors d'un épisode sur sa stratégie donc d'alimentation et de fonctionnement à glycogène bas. Il n'effectuait pas de recharge glucidique entre les deux séances, entre celle du matin et du soir, pour justement affaiblir un petit peu ses réserves en glycogène et, ce que tu disais tout à l'heure, travailler sur la filière lipidique. Donc là, c'est un bon moyen pour attaquer et utiliser ce deuxième carburant, à savoir les graisses. Exactement. Voilà, c'est vraiment un moyen privilégié de solliciter ce deuxième carburant, les réserves de graisse. Alors, on peut aussi imaginer que pour certains coureurs, ça peut être une façon aussi de perdre du poids. C'est une occasion de mieux travailler ce système de lipolyse pour le coureur qui aura besoin de l'activer pendant la compétition, et c'est le cas quasiment de tous les coureurs, mais bien évidemment plus pour les coureurs de longue distance, marathon, 100 km, trail, ultra-trail. Donc là, on est obligé, je dirais, de travailler cette filière lipidique. Donc oui, c'est intéressant. Après, on peut aussi, on entend souvent des gens qui déconseillent des séances trop longues le matin à jeun. Moi, je pense que le conseil qu'on doit donner à ceux qui nous écoutent, c'est d'écouter leur corps. Voilà, ils nous écoutent, mais qu'ils écoutent aussi leur corps. Je suis allé faire ce matin une séance de MA. J'avais pas mangé ce matin. Je n'avais pas mangé de glucides la veille pour des raisons involontaires. J'y suis allé quand même. Ça s'est très bien passé. J'ai pas beaucoup mangé entre les deux. Je suis allé nager derrière. Voilà. Donc moi, mon corps, il est habitué à fonctionner de cette manière-là, mais d'autres ne pourront pas ou n'auront pas l'habitude de le faire. Je connais des coureurs pour qui partir courir sans manger, c'est impossible. Alors c'est possible, faut juste le travailler, faut habituer le corps, une fois de plus, comme tu le disais, progressivement, écouter son corps et voir ses réactions, mais on est tous capables de faire ça. Est-ce que si, Bruno, on organise une séance le soir et une le lendemain matin au réveil, on est sur du bi-quotidien ? Si on n'est pas sur la même journée, mais avec une fenêtre relativement courte pour de la récupération. Quelqu'un qui préparerait une longue distance, faire peut-être une sortie longue le samedi soir et le dimanche matin repartir pour une autre sortie. Est-ce qu'on est dans du bi-quotidien ? On est dans du bi-quotidien chronologique, mais pour moi, on n'est pas dans du bi-quotidien, puisque on a dormi, on s'est reposé. Le sommeil, c'est très important, on l'a déjà dit. Donc non, pour moi, on n'est pas dans du bi-quotidien. Par contre, sur un plan purement physiologique, effectivement, si le soir de la séance, on ne mange pas beaucoup de glucides et qu'on part le matin sans avoir non plus ingéré de sucre, on peut dire que là, on est sur quelque chose qui, chronologiquement, va se rapprocher de deux séances de bi-quotidien. Mais
physiologiquement, pour moi, le fait qu'il y ait eu une nuit entre les deux fait qu'on ne peut pas vraiment parler de bicotidien. Est-ce qu'on peut évaluer la fenêtre de récupération entre deux séances ? Quand c'est le matin jusqu'au soir, il y a suffisamment de temps. Est-ce qu'il y a un temps minimum pour laisser le temps au corps de récupérer ? Tout dépend de quelle séance il s'agit. Quand on fait une séance où on a fortement mobilisé les glucides, séance de puissance aérobie, séance de VMA, séance d'endurance aérobie, séance de MA, là on a vraiment beaucoup utilisé les glucides, donc il y a un temps qui est nécessaire et qui est même, je dirais, indispensable pour faire la recharge en glucides, pour de nouveau faire la séance suivante. Donc là, je n'invente rien. Ce sont les diététiciens, les nutritionnistes qui en parlent et qui parlent d'une fenêtre de 48 heures entre deux séances difficiles. Je connais des entraîneurs qui pratiquent des blocs avec 2-3 jours d'entraînement difficile. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Moi, j'ai quand même tendance à être précautionneux, donc je ne vais pas programmer dans les cycles, même dans les cycles intenses, 2 séances difficiles 2 jours de suite. Quand on parle de bicotidien, est-ce qu'un entraînement croisé où il n'y aurait pas que de la course à pied, ça peut être considéré comme du bicotidien ? Imaginons une séance de vélo suivie d'une séance de course le soir ou d'une séance de renforcement musculaire le matin et d'une séance de course le soir. Est-ce que là, on est dans du bicotidien également ? Oui, pour moi, on est dans du bicotidien complètement. Les triathlètes font du bicotidien, ils font même du tricotidien, puis quand ils font natation, vélo et course à pied. Donc oui, on est complètement dans du bicotidien. Et donc l'idée justement, c'est d'essayer de structurer les entraînements de manière cohérente entre eux. On ne va pas faire une séance de course à pied où on va solliciter la puissance aérobie ou l'endurance aérobie, et puis derrière une séance de natation ou une séance de vélo où on va reproduire la même sollicitation physiologique. Donc pour moi, le bicotidien, même quand il s'agit de 2 sports différents, doit aussi prendre en compte chacune des séances d'entraînement pour qu'elles s'articulent harmonieusement et que ça ait du sens dans l'entraînement et dans ce qu'on va rechercher au niveau des adaptations physiologiques. Est-ce que cet entraînement bicotidien, si on l'introduit avec une certaine progressivité, ce n'est pas un moyen pour stimuler et casser un peu la routine de l'entraînement ? Est-ce que ça vient pas chambouler un petit peu les repères que l'on prend et cette routine que l'on peut avoir dans l'entraînement ? Oui, complètement. Et tout ce qui bouscule la routine et tout ce qui surprend l'organisme est intéressant. Donc oui, ça bouscule les habitudes et je trouve que c'est très bien d'ailleurs et il faut le faire. Le corps a une faculté d'adaptation qui est exceptionnelle, le corps humain. Et donc si on le bouscule, si on le chamboule, si on lui fait subir entre guillemets des sollicitations auxquelles il n'a pas l'habitude de répondre, il va s'adapter, il va progresser. Pourquoi les triathlètes sont si forts en course à pied quand certains participent à des compétitions FFA, c'est parce que justement ils ont cette capacité à s'entraîner 2 fois, 3 fois par jour et donc à répondre aux différentes sollicitations physiologiques. Avant de conclure, Bruno, est-ce que tu aurais des points de vigilance à la mise en place de cet entraînement bicotidien ? Alors, point de vigilance, la progressivité. On va commencer par 30 minutes, puis 40 minutes, progressivement monter la durée. Il y a quelque chose que je voudrais dire, puisque moi, j'ai quand même beaucoup de gens qui s'adressent à moi pour des distances longues. On a une problématique sur les distances longues. On va demander aux gens de courir 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures parfois pour les coureurs de 24 heures. Donc, ce que je voudrais dire à ceux qui nous écoutent, c'est que 2 fois 3 heures ne remplace pas 6 heures. 2 fois 1h30 ne remplace pas 3 heures. C'est-à-dire que si on ne peut pas faire autrement, si on ne peut pas caser plus d'1h30, ok, on s'entraîne 3 heures en faisant 2 fois 1h30. Mais ça ne remplace pas la spécificité de la sortie longue avec les dommages musculaires, l'usure mentale, l'épuisement des réserves énergétiques. Ça ne remplace pas la durée totale d'une séance complète. Et au niveau du surentraînement, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'accroître les blessures avec des séances comme cela supplémentaires sur une même journée ? Oui, il y a toujours un risque. Dès qu'on augmente la charge d'entraînement, il y a un risque de blessure. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir à l'esprit. Donc, une fois de plus, progressivité. On va commencer par 30 minutes. On regarde comment le corps s'adapte. Des coureurs sont capables de courir, je l'ai fait, 14 fois par semaine, avec des gros volumes d'entraînement. Ce n'est possible que si on laisse le temps au corps
de s'adapter. Donc le but du jeu, c'est de s'entraîner plus, c'est pas de se blesser. Donc toujours vigilance, écouter son corps, voir comment l'organisme réagit, et ça c'est quand même très très important. Merci Bruno pour ces conseils, et on incite les auditeurs à peut-être tester sur cette belle période de l'été où la météo et le timing nous permet d'avoir le soleil très tôt le matin. C'est plus simple que de le faire en plein hiver, en effet. Exactement. Profitons des longues journées pour tester le bicotidien, s'entraîner le matin à la fraîche, le soir avec les odeurs de la journée. C'est très sympa. À très vite Bruno pour une nouvelle capsule. À bientôt. Cette capsule L'œil du coach avec Bruno Heuby est désormais terminée. Merci à vous pour votre écoute, mais aussi pour vos retours sur ce format d'épisode un petit peu plus court. N'hésitez pas à nous transmettre vos questions, vos interrogations via les différents réseaux, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à nous soumettre vos idées d'épisodes pour de prochaines capsules. Belle semaine à vous!